on ne parle pas de l'histiocytose, mais des histiocytoses. Il s'agit de maladies humaines caractérisées par une infiltration de macrophages dans les tissus. Les macrophages dans les tissus s'appellent des histiocytes, et c'est le terme historique. Cette famille de maladies correspond à plusieurs maladies distinctes. La plus fréquente s'appelle histiocytose langerhansienne, mais on trouve aussi d'autres maladies plus rares, le xanthogranulome juvénile, la maladie d'Erdheim-Chester, la maladie de Rosey-Dorfman, qui appartiennent à cette famille d'histiocytoses. Les histiocytoses langerhansiennes sont elles-mêmes des maladies complexes. La définition est unique sur le plan du tissu malade, mais par contre, la présentation clinique, la présentation pour le patient, pour le médecin, est extrêmement diverse. On observe à la fois des formes très bénignes, d'évolution très simples, guérissant toutes seules, en particulier osseuses, des formes extrêmement sévères du tout petit nourrisson, du bébé, des fois à la naissance, qui atteignent des organes vitaux, comme le système sanguin, et qui peuvent être responsables de décès. Et puis, on a des formes qui sont d'évolution lentement progressive tout au long de la vie, ou en tout cas tout au long de l'adolescence, et qui entraînent des atteintes neurologiques. C'est les grandes formes. Il y a encore des formes plus exceptionnelles de cette maladie, mais voilà un peu le tableau d'ensemble de ces histiocytoses langerhansiennes. Je vais donc développer les atteintes multisystémiques de l'histiocytose langerhansienne, qui sont prédominantes ou pratiquement exclusivement présentes chez les nourrissons, le nourrisson de la naissance à peu près 1 an, qui associe de nombreux organes en même temps. L'organe le plus visible, c'est l'atteinte cutanée, c'est la présence d'une éruption sur la peau, éruption qui est faite de squames et d'érythème, donc de rougeur et de croûte, mais qui associe des organes internes, et en particulier une atteinte du foie, de la rate, du système hématopoïétique, et puis parfois d'autres organes comme des ganglions, des atteintes pulmonaires. Donc c'est une atteinte qui est d'emblée multi-organes et qui, même si elle a la même définition que toutes les autres histiocytoses, se présente d'emblée comme une situation très dangereuse pour la vie du bébé. Les symptômes pour le nourrisson, il y a bien sûr au premier plan l'éruption cutanée, mais ils ont fréquemment de la fièvre, et une fièvre dite désarticulée. L'autre symptôme, c'est des choses pour les parents qui sont évidentes, où l'enfant est très fatigué, il refuse les biberons, et puis le médecin qui va l'examiner va être amené à retrouver, outre l'éruption, l'augmentation de la taille du foie et de la rate, des signes hémorragiques, donc des éruptions qui peuvent être purpuriques, et puis aussi des signes d'anémie, une grande pâleur, et tout ceci donne une tonalité très inquiétante à l'examen clinique de ce petit nourrisson, qui est d'emblée inquiétant pour tout le monde. Alors, les premiers symptômes sont apparus quand Nao avait 5 mois, sous forme de plaques type eczéma sur le torse, le bas du dos et les tempes. Alors, on a essayé de le soigner par nous-mêmes, parce que moi je suis atteint aussi d'eczéma, et on a essayé de mettre des crèmes type diprozone classique. Et voyant que ça ne marchait pas, on allait consulter notre pédiatre qui nous a conseillé de voir une dermato. Et par chance, elle connaissait le docteur Bodac qui est à Trousseau, qui, après l'avoir rencontré, a fait une biopsie. Et elle s'est aperçue que c'était une histiocytose. Le diagnostic, comme les autres histiocytoses, est basé sur la clinique et sur l'histologie. La radiologie a moins d'intérêt parce que finalement, c'est une maladie peu radiologique. Autant les atteintes osseuses sont très radiologiques, autant cette forme multi-organes est peu radiologique. Si on fait des images, on va voir des infiltrations dans les différents organes, mais usuellement, presque, on se contente de la clinique et de la biologie pour définir cette maladie. Alors, la biologie, dans cette atteinte du tout petit nourrisson, est caractérisée par une atteinte hématologique, donc une atteinte des globules, une anémie, une baisse de plaquettes, une thrombopénie, mais également une altération de la coagulation qui s'approche de ce qu'on appelle
l'activation macrophagique. Et puis, associé à cela, on a une atteinte du foie avec ce qu'on appelle une cytolyse hépatique, donc des enzymes hépatiques qui sont très élevées. Il peut y avoir d'autres perturbations, mais comme la baisse de l'albumine, qui est très fréquente. Et tout ceci constitue un tableau biologique franchement sévère pour ces petits nourrissons. On ne comprend pas forcément tout de suite ce que c'est l'histiocytose. Et tout ce qu'on retient, c'est le traitement qui est mis en place assez rapidement, qui est une chimiothérapie apparemment pas lourde, plus des corticoïdes pour l'aider à soigner sa peau le plus rapidement possible. On doit aller du coup en hôpital de jour à Trousseau pour faire ses injections. On y va une fois par semaine. Et malgré ça, son état s'aggrave. Et la troisième fois où on y va, Nao fait de la fièvre. Et finalement, il reste en hôpital de jour plus longtemps que prévu. Il passe une nuit complète. Et là, c'est là où tout bascule. Donc là, on était parti pour, dans notre tête, une semaine en réanimation, ce qui s'est avéré en fait 6 mois de réanimation. Donc il s'est retrouvé en aplasie, c'est-à-dire qu'il n'avait plus du tout de défense immunitaire. Donc là, il a eu toute une batterie d'antibiotiques. Il n'arrivait plus à se battre parce qu'il avait l'histiocytose, choc septique, staphylocoque, enfin, tout un tas de choses. Il n'a pas réussi à battre son infection au niveau des poumons. Donc il a été mis sous ECMO, c'est-à-dire sous une machine qui fait le travail des poumons et du corps. Là, ça a provoqué un saignement dans son cerveau, donc il a eu des hématomes cérébraux. En plus de la trachéotomie qu'il a dû avoir, il a dû aussi avoir une gastrostomie. Au bout de 6 mois, Nao a pu sortir de réanimation. Enfin, c'est même pas que l'hôpital, c'est vraiment de réanimation. Pour être hospitalisé à domicile, il avait quand même un dispositif qui était assez lourd, trachéotomie, gastrostomie. Il avait aussi un respirateur. On allait, je pense, au début peut-être toutes les semaines, après toutes les 2 semaines, ça s'est passé à l'hôpital. Au bout de 6 mois, il a pu retirer sa gastrostomie parce qu'il a pu de nouveau manger, réapprendre à manger et à apprécier manger surtout. Et après, à 2 ans et demi, on lui a retiré sa trachéotomie. On est longtemps resté sans aucun traitement. Et c'était une atteinte mortelle. Dans les livres anciens, ou dans les publications anciennes, années 30, c'est des enfants qui mouraient pratiquement tout le temps. On a heureusement fait de très larges progrès. Les progrès ont d'abord concerné ce qu'on appelle les supportive care, le soin de support pour ces enfants, compte tenu du fait qu'ils ont une baisse des globules, compte tenu de la fièvre, compte tenu des lipoabunémies. Il faut compenser les déficits. Mais bien entendu, ça ne suffit pas. Il faut aussi casser la maladie. Le soin de la maladie se fait d'abord avec la chimiothérapie, la même qu'on donne pour les formes osseuses, donc avec un médicament de base qui est la vinblastine. On donne fréquemment aussi de la cortisone. Le progrès immense qui est survenu dans les 10 dernières années, c'est l'utilisation de médicaments qui s'appellent des thérapies ciblées dans ces situations et qui permettent de contrôler très rapidement la poussée de la maladie. En tant que parents, on a eu énormément de chance parce qu'on a pu s'arrêter de travailler. On a eu aussi la famille qui nous a aidés pour garder notre aîné. Donc on était présents toute la journée, enfin, comme si on allait au travail. On arrivait à 7 h, on repartait le soir. Et on s'alternait. Au tout début, on dormait forcément avec lui. Et petit à petit, on a appris à connaître l'équipe de réanimation, leur faire confiance, à le laisser ne plus dormir à l'hôpital pendant la nuit. On s'arrangeait pour l'endormir et arriver quand il se réveillait. Et ça a été un rythme pendant 6 mois. Les perspectives, c'est un travail qui va continuer à travers le centre de référence, à travers des organisations européennes. On a un consortium européen qui s'appelle European Consortium for Histiocytosis, mais aussi à travers des collaborations internationales avec de très nombreux pays. Alors aujourd'hui, Nao va très bien, il a 5 ans, il prend ses traitements ciblés tous les jours, 2 fois par jour, dans des yaourts. Il n'a aucun problème à les prendre. C'est un petit garçon joyeux qui n'arrête pas de faire le clown à l'école. Malgré ses suivis, il adore aller à l'hôpital, rencontrer ses docteurs.